Une production, Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, sur les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Nous connaissons tous ce moment où l'étincelle prend feu. La remarque fuse, insupportable, grossière, ridicule. Elle nous pique, nous démange. Et c'est alors que la colère monte. Elle s'immisce partout. Elle accélère le rythme cardiaque. Elle rosille nos joues et charge notre vocabulaire d'offenses qu'on pense être légitimes. Soudain, l'insulte se fracasse contre notre visage. On monte le ton pour faire plier l'autre. Les poitrines se gonflent d'orgueil et de rage. Il ne doit rester qu'une seule voix. Il faut réagir, par peur de se faire avoir, par crainte de passer pour celui qu'on abuse, celui qui n'est pas au courant que la vie est une joute qui se gagne à grand renfort d'impulsion. Alors, on se précipite, on rédige un texto assassin, on balance notre uppercut, on crie plus fort que l'autre, on claque des portes. Et pourtant, à peine sont-ils prononcés que déjà, les mots nous brûlent et nos gestes nous assaillent de regret et de culpabilité. Combien sommes-nous ici à s'être laissés déborder par un flot de paroles confuses et malhabiles ? Combien de fois avons-nous cédé à des réactions sans en mesurer la teneur ? La colère nous dépossède et pourtant, la taire à tout prix est tout aussi dangereux que la laisser jaillir. Car parfois, la colère est aussi ce qui nous sauve, ce qui nous préserve du pire. Elle est saine et grandiose. Alors que faire ? Se laisser déborder par elle ? La dissimuler à nos risques et périls ? Ou plutôt apprendre à cheminer avec elle ? Ce sont ces questions que je vous propose d'explorer dans cet épisode de rentrée. Qui, ici, n'a jamais cédé au coup de sang ? Parmi toutes les émotions que la vie fait naître en nous, la colère est, avouons-le, l'une des plus communes, des plus courantes, et sans doute malheureusement, l'une des plus répandues. Nous ressentons de la colère contre le métro qui est en retard ce matin, contre nous-mêmes parce que nous avons mal réagi durant un entretien, contre nos enfants qui ont renversé du chocolat chaud, contre les injustices sociales. Et j'en connais même beaucoup qui sont en colère contre la météo. Bref, on peut être en colère contre tout et n'importe quoi. Mais alors, pour mieux saisir ces coups de gueule et autres frémissements, commençons par le début. Qu'est-ce que la colère ? Puisque le langage nous engage, tournons-nous d'abord du côté de l'étymologie. Selon le Littré, le mot français « colère » est issu du latin « cholera », qui littéralement désigne la bile. Tout l'enjeu est là,
La colère vient du foie, de ce qui est impossible à digérer. Ainsi compris, le terme colère se définit comme un état affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Car dans la colère, c'est l'âme et le corps qui se relient pour exprimer et manifester un désaccord. En effet, vous l'avez sans doute remarqué, la colère provoque plusieurs modifications physiologiques et mentales, préparant le corps au mouvement et à la réaction. La plupart du temps, elle se traduit par une augmentation de l'activité cardio-respiratoire, une accélération du rythme cardiaque et un afflux de sang, notamment dans la partie supérieure du corps, ce qui peut parfois aller même jusqu'à colorer la peau. On se fâche tout rouge. La respiration devient ample et rapide, causant notamment la hausse involontaire du volume sonore de l'expression de la parole. La colère provoque aussi une contraction du corps dans son ensemble, et en particulier des mains, qui tendent alors à se fermer en poing, ainsi que du visage dont les sourcils se froncent et les mâchoires se serrent, donnant une expression dure et facilement reconnaissable au visage. Les narines se dilatent pour s'adapter à un flux d'air plus important. Le sujet ressent un échauffement de la peau et le besoin d'agir. La colère, cependant, est souvent de courte durée. Tous ces signes s'effacent lorsque l'attention se centre sur un objet neutre. Et tout d'un coup, les effets s'estompent. Même si jusqu'à présent, nous avons parlé de la colère dans son ensemble, il va de soi que pour mieux l'appréhender, nous pouvons aussi évoquer ses différentes apparitions. À l'échelle individuelle, on rencontre parfois de la colère rentrée, c'est-à-dire de la colère non exprimée, qui explose après coup. On trouve aussi la colère réfléchie, qui s'exprime sur un autre sujet que la source même de son énervement, comme par exemple lorsqu'on insulte une télécommande simplement parce qu'on a reçu avant une mauvaise nouvelle. Il existe aussi la fureur, la colère hypertrophiée, qui devient incontrôlable et dégénère en violence. Mais si la colère est très présente au niveau individuel, elle l'est aussi au niveau collectif. Ces dernières années, nous avons assisté à des regains de colère dans l'espace public. Qu'il s'agisse des gilets jaunes, des émeutes, des manifestations, du ton employé sur les réseaux sociaux et même des résultats électoraux, la colère semble parfois s'être érigée en système dans notre société. La philosophe américaine Misha Cherry propose une typologie des colères. Elle cite la colère dévoyée, c'est-à-dire une réaction face à l'injustice, qui s'en prend aveuglément à tout le monde. Elle désigne aussi la colère qu'elle nomme purificatoire, qui attribue l'injustice subie à un groupe qui n'en est pas la cause. C'est la logique du bouc émissaire. La colère du ressentiment, celle d'un groupe minoritaire qui se perçoit opprimé par un groupe majoritaire. Ou encore la colère narcissique, celle de l'individu qui a beaucoup travaillé pour s'arracher à sa condition sociale défavorisée, mais qui, pourtant, n'est pas reconnue. Quelles que soient ces différentes typologies, au niveau collectif comme individuel, tous ces types de rage ont des effets extrêmement négatifs. Elles usent, éreintent, segmentent. Il est donc facile de comprendre pourquoi, dans l'histoire de la philosophie, la colère a souvent eu mauvaise presse. C'est l'incarnation des affects contre la raison. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse philosopher sous le coup de la colère. La philosophie, soyons donc honnêtes, tend à mépriser les colériques. Selon Aristote, par exemple,
l'ensemble de nos actions se rattache nécessairement à 7 causes diverses. Le hasard, la contrainte, la nature, l'habitude, le calcul, la colère et le désir passionné. Pour lui, la colère, au même titre que le désir, est une passion, comme le sont aussi la pitié, la terreur, la haine, l'envie, l'émulation, la dispute. Dans le traité de l'âme, il la définit comme un bouillonnement du sang dans la région du cœur, mais aussi comme un désir de revanche, comme un désir de rendre peine pour peine, de répondre à une vexation par une vexation, et ainsi de suite. La colère est finalement associée au feu et incite à blesser. Elle engendre donc de la peine de tous les côtés. Cependant, bien qu'elles doivent être évitées, Aristote invite plutôt à la comprendre, plutôt qu'à la juger. C'est Sénèque qui, sans doute, est celui qui, à l'inverse d'Aristote, la condamne le plus. Dans un écrit qui porte bien son nom, puisqu'il est titré « De la colère », Sénèque écrit ces mots. « Celle-ci n'est qu'impétuosité, tout à l'élan de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplice, sans souci d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à son ennemi, se ruant sur les épées nues et avide de vengeance qui appelleront un vengeur. » Bon, en somme, Sénèque condamne la colère au niveau individuel comme au niveau collectif. Il ajoute « Veut-on maintenant considérer les effets destructeurs de la colère ? Jamais fléau ne coûta plus à l'humanité. Meurtre, empoisonnement, turpitude réciproque des deux parties adverses, villes saccagées, nations entières anéanties, leurs chefs vendus à l'enquin, la torche incendiaire portée dans les maisons. Voilà ses œuvres. Cherchez ces cités jadis si fameuses et dont à peine on reconnaît la place. Qui les a renversées ? La colère. » Sénèque est très clair. Et même si les héros de la mythologie grecque comme Achille ou les dieux comme Zeus ont une sacrée tendance à la fâcherie, Sénèque, lui, ne cède pas et associe la dignité à la capacité à garder son sang-froid. Car pour Sénèque, il y a dans la colère une forme de paradoxe. On se met souvent en colère pour se défendre, pour identifier des limites, pour faire entendre sa voix, ou encore parce qu'on redoute de passer pour un idiot. Et finalement, ce faisant, on le devient. Lorsque nous sommes en colère, on devient étranger à nos pensées, à nos émotions, à nos convictions. Et nous l'avons vu, tout notre corps, tout notre visage se déforme. Sénèque poursuit encore un peu, nous alertant sur les dangers de la colère. Il écrit « C'est toujours la colère qui, à force d'être exercée et assouvie, finit par ne plus savoir ce que c'est que pitié, abjure tout pacte avec la société humaine et se transforme en cruauté. » Voilà le risque que porte en elle la colère, cette impossible délimitation. Elle nous aveugle, dissout notre jugement, suspend nos capacités de réflexion et nous emmène parfois jusqu'à la cruauté. Tournons-nous un instant vers Descartes et les passions de l'âme, où la colère occupe là aussi une place centrale. Descartes analyse les choses de cette façon. Il écrit « La colère est aussi une espèce de haine ou d'aversion que nous avons contre ceux qui ont fait quelque mal ou qui ont tâché de nuire, non pas indifféremment à qui que ce soit, mais particulièrement à nous. Ainsi, elle contient tout le même que l'indignation, et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche et dont nous avons désir de nous venger. Car ce désir l'accompagne presque toujours, et elle est directement opposée à la reconnaissance, comme l'indignation à la faveur. Mais elle est incomparablement plus violente que ces 3 autres passions, à cause que le désir de repousser les choses nuisibles et de se venger est le plus pressant à tous. C'est le désir joint à l'amour qu'on a pour soi-même qui fournit à la colère toute l'agitation du sang que le courage et la hardiesse peuvent causer.
Et la haine fait que c'est principalement le sang bilieux qui vient de la rate et des petites veines du foie qui reçoit cette agitation et entre dans le cœur où, à cause de son abondance et de la nature de la bile dont il est mêlé, il excite une chaleur plus âpre et plus ardente que n'est celle qui peut y être excitée par l'amour ou par la joie. L'analyse de Descartes est on ne peut plus claire. La colère est plus ardente que l'amour ou la joie. Il reprend l'étymologie qui associe la colère à la bile. Il met en relief le caractère totalement irrationnel de la colère. Il n'est plus question de mesure ni de modération, mais il est uniquement question de rapport de pouvoir, de puissance entre les individus. Par la colère, je témoigne à la fois du fait que j'ai été vulnérable et en même temps de ma volonté de me venger, c'est-à-dire de réaffirmer la supériorité de ma puissance. On n'en finit jamais. Au XXe siècle, Jean-Paul Sartre, lui aussi dans son premier essai, Esquisse d'une théorie des émotions, offre une description tout aussi négative de la colère. Ne pouvant trouver en état de haute tension la solution délicate et précise d'un problème, nous agissons sur nous-mêmes, nous nous abaissons et nous nous transformons en un être tel que des solutions grossières et moins adaptées lui suffiront. Ainsi, la colère apparaît ici comme une évasion. Le sujet en colère ressemble à un homme qui, faute de pouvoir défaire les nœuds des cordes qui l'attachent, se tord en tous sens dans ses liens. La colère, à défaut du reste, aux yeux de Jean-Paul Sartre, la colère n'est qu'une conduite magique. Comme nous n'avons pas le moyen de transformer le monde, nous trouvant totalement dans l'impasse, nous trépignons sur place, comme si une issue allait soudain apparaître. J'espère que vous êtes calmés, que vous n'avez plus envie de coups de sang et que ce panorama philosophique vous a assez bien montré les limites de la colère. On comprend aisément, à la lecture de ces différents textes, pourquoi de nombreuses religions la condamnent également. Dans la tradition chrétienne, la colère est présente dans la Genèse. Le récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn révèle, dès les débuts de l'histoire humaine, la présence dans l'homme de la colère et de la convoitise, qui sont perçues comme les conséquences du péché originel. L'homme est devenu l'ennemi de son semblable. De ce point de vue, la colère est un péché capital, c'est-à-dire qu'en plus, elle est la source d'autres péchés. Pour les bouddhistes également, la colère fait partie des 3 poisons de l'esprit. C'est une émotion perturbatrice dont il convient de se libérer. Pour l'atténuer et non la fuir, la méditation est un possible antidote. En passant en revue ces différents points de vue, on comprend pourquoi la colère est à éviter, voire même à fuir. Lorsqu'on se sent agressé, ne pas réagir est une option, qui ne suppose pas que l'on accepte, encore moins que l'on est indifférent. Au contraire, ne pas réagir, c'est permettre à la réponse de trouver son espace. C'est travailler sur ce que l'on veut vraiment dire. C'est opposer, défendre, soutenir. C'est articuler sa pensée, plutôt que de se jeter dans cette pétrifiante accélération. Réagir avec colère dépossède parfois de cette réponse qui mérite pourtant si souvent d'être entendue. Néanmoins, je ne sais pas vous, mais pour moi, quelque chose accroche mon esprit. La colère n'est-elle que cela ? La colère n'est-elle qu'un déferlement ? Si la colère est un feu, alors comment éteindre ce brasier ? Il s'agit peut-être de la percevoir, non seulement de la juger, de la fuir, mais de considérer son caractère intenable, insoutenable, de ne pas vouloir la balayer sous prétexte qu'il faut toujours viser l'harmonie. Car après tout, la colère ne peut-elle pas, parfois, être vertueuse ? Pour commencer cette exploration à travers la colère vertueuse,
peut-être nous faut-il ici effectuer un petit pas en arrière et revenir à la langue elle-même. Il n'y a en français qu'un seul terme pour nommer la colère. Terme qui provient, nous l'avons dit, du grec « cholé », choléra, signifiant la bile. Mais le grec, plus riche lexicalement, propose deux mots, orgué et thumos. Si thumos est déferlement, orgué renvoie à une sorte de colère légitime, face à une situation jugée scandaleuse. Le terme ici traduit la puissance de l'âme forte qui se refuse à rester passive devant le désordre, devant la démesure, devant l'injustice. C'est alors une colère pleine d'énergie, pleine de force, qui traduit davantage l'intensité de l'âme que son simple désordre. C'est une colère qui refuse. La justice comme l'injustice découle d'une capacité à ressentir le monde, et donc à ne pas y être indifférent. Plus nous donnons de l'espace à nos rages, plus nous donnons de la puissance à nos actions. Le feu détruit, certes, mais il est aussi ce qui réchauffe. L'harmonie ne naît pas simplement du silence. Elle se dessine lorsque toutes ses parties sont à leur place, ou plutôt à leur juste place. Voilà l'enjeu des colères individuelles et collectives, lorsqu'elles sont positives et veulent renverser la table. Il existe donc, dans notre typologie de la colère, proposée par Micha Chéry un peu plus tôt, une 5e colère. Une colère qui, elle, peut être positive. C'est la colère lordéenne, du nom de la poétesse et militante afro-américaine Audre Lorde, auteure de l'essai Les usages de la colère. Le but de la rage lordéenne est d'absorber la colère et de l'utiliser pour produire de l'énergie, une énergie constructive et non plus destructrice. Dans son livre passionnant, Les visages de la colère, la philosophe Sophie Galabru réhabilite cette émotion. Nous l'avons vu, la colère est une émotion primaire qui vise à répondre à des agressions ou à manifester à l'autre que des limites sont en train d'être dépassées. La colère repousse la menace et régule le lien. Elle est surtout, affirme Sophie Galabru, ce qui peut préserver l'individu. Car en disant non, en indiquant une limite, l'individu se protège aussi des autorités abusives. Elle le fait naître face au groupe, en sa liberté, avec sa personnalité, avec ses désirs, avec ses principes, qu'il est capable de défendre. Elle rappelle à l'individu ce qu'il est, ce que Michel Foucault appelle le souci de soi. C'est une certaine façon de veiller à ne pas s'oublier, ni soi, ni ses valeurs, de les assumer pour se créer à la façon d'une œuvre d'art, au sein de laquelle se composent des plaisirs, des idéaux et des vertus. Par la colère, par cette pulsion que l'on ressent, on s'affirme alors comme sujet, en indiquant que cette limite n'est pas discutable, qu'il y a là, à cet endroit, en nous, quelque chose de strictement non négociable. Le philosophe Charles Pépin l'explique. Je peux le faire soit à partir d'une position simplement subjective, j'estime que je n'ai pas à vivre cela sans me prononcer pour les autres, soit à partir d'une position subjective, mais visant l'universel. J'estime que je n'ai pas à endurer cela parce qu'aucun homme ne devrait avoir à l'endurer. Cette façon de poser des limites, pour moi ou pour les autres, est aussi extrêmement structurante. Dans L'homme révolté, Albert Camus écrit « Je me révolte, donc nous sommes ». Il laisse entendre combien la colère d'une subjectivité peut se réclamer en même temps de toutes les subjectivités. Dans les deux cas, la colère peut conduire à la révolte, à la résistance, à l'action. C'est d'ailleurs l'une des conditions pour qu'elle ne se change pas en haine ou en ressentiment. La colère peut aussi être un moteur de survie. C'est le cas dans les camps,
pour Primo Levi à Auschwitz, pour Varlam Shalamov à la Colima, et même pour la résistante Germaine Tillon. À Ravensbrück, c'est l'indignation qui pousse l'ethnologue à écrire à grand risque sa seule œuvre de fiction. Être en colère, c'est encore être en vie. Alors, plutôt que de les fuir, il convient peut-être d'interroger nos colères. À quoi servent-elles ? Où nous emmènent-elles ? Notre colère est-elle une perte ou est-elle un tremplin vers un monde meilleur ? Notre colère vaut-elle notre peine ? La colère peut être destructrice, mais elle est aussi la clé pour l'avènement d'un nouvel ordre. Elle détient en elle un pouvoir créateur. À nous d'en faire quelque chose, de ne pas céder simplement à la haine ou à la violence. Avant de vous quitter, je vous laisse sur ces mots d'Henri Michaud. En vérité, celui qui ne connaît pas la colère ne sait rien. Il ne connaît pas l'immédiat. Je vous souhaite de réfléchir à vos colères et d'en prendre soin. Merci pour votre écoute, pour cette nouvelle saison. Et n'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.